Mon père m'a amené voir un match Tunisie-Brésil. Le Brésil était champion du monde en 1970. Il m'a dit, regarde le match et regarde comment les Brésiliens jouent. La passion a commencé là et après, c'était le foot de rue et ça n'a jamais arrêté. À un moment donné, je prenais l'université, sur un babillard, il y avait une affiche « Stage à Radio-Canada pour minorités visibles ». J'ai postulé et finalement, j'ai eu le poste. Ils m'ont proposé de m'engager à Radio-Canada, mais à la télévision. Là, j'avais une job à temps plein qui m'attendait. Et en même temps, je coachais. Et là, c'est la fameuse question existentielle. Qu'est-ce que j'aimerais faire toute ma vie que je me lève le matin sans me forcer? Je suis passé à l'acte. J'ai créé mon école de soccer, même si l'école de soccer était déficitaire au début. J'étais heureux et ça a démarré comme ça. Tu as du succès avec ton école, tu as du succès avec le ROGA, tu as du succès avec les équipes du Québec. Cette ambition-là d'aller coacher plus haut, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit? Tu connais le syndrome de l'imposteur. Moi, quand tu me dis ça, succès, etc., mais honnêtement, c'est pas comme ça que je le vois. J'ai jamais eu l'impression que c'était exceptionnel ce que j'ai fait. Tu as coaché dans le AAA toute ta vie, tu as vu les équipes du Québec, maintenant tu es en Ligue 1 Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues avec la même envie, la même drive que tu avais à tes débuts? Albert Camus disait que tout ce qu'il a appris sur la nature humaine, il a appris grâce au soccer. Je pense que je suis dans la même dynamique. Je m'entoure de bonnes personnes. Je fais tout pour qu'elles soient heureuses, qu'elles contribuent à faire avancer le sport. J'ai ce fil directeur de bien faire les choses pour que les gens soient heureux. Et si j'arrive à faire ça, c'est parce que j'ai un secret. Samir Grib, depuis 2000, tu es coach de foot masculin pour l'équipe de l'Université Laval de la Ville de Québec, le ROGA. Reconnu comme figure emblématique du foot à Québec, tu as bâti à travers les années une infrastructure incroyable dans la ville en remportant de multiples titres nationaux avec des équipes locales et universitaires. Tu as également été capable d'intégrer en 2021 le circuit semi-professionnel de la province en ayant une équipe à Beauport participant à la Ligue 1 Québec. Tu as remporté des médailles d'argent et d'or avec les équipes provinciales lors des championnats canadiens de 2003 et 2004. La majeure partie des gens du foot à Québec te perçoivent comme la personne ayant fait le plus évoluer ce si beau sport depuis 20 ans maintenant. Samir Grib, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Bonjour Antoine, merci à toi. Ça fait longtemps. Comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va bien. Magnifique. Tant qu'il y a du foot, ça va bien. La passion est restée là à travers les années, là. Absolument, elle est toujours là. Puis j'aimerais juste ajouter à Québec, il y a d'autres personnes, naturellement, qui ont bien investi dans ce sport-là, qui l'ont bien développé. C'est sûr que j'ai une pensée pour mon ami Elder Duarte, décédé. Elder a fait beaucoup pour la région. Puis on a encore Fergus Brett, qui est une autre figure emblématique de la région de Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Et je pense que nous, on a semé. Et il faut rester humble, modeste. D'autres sont passés avant nous. Bien sûr. Qui ont semé, qui n'ont même pas gagné un sou. Et tous ceux qui ont défriché des terrains de soccer dans la ville. Je parle des années 50, 60, 70. Après nous, on fait notre part. Puis d'autres qui arrivent après nous, les jeunes d'aujourd'hui sont gâtés parce qu'il y a des jobs à temps plein dans le monde du soccer. Alors, la roue tourne. Ouais. Le foot a évolué. Ça, c'est indéniable. Ça l'a évolué comme pas possible dans les dernières années. Peut-être en faisant... On va faire un petit retour en arrière, Samir, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai pu m'apercevoir que tu es arrivé au Canada à l'aube de tes 20 ans, 19 ans, je crois bien. Ton enfance s'est déroulée en Tunisie. Au meilleur de tes souvenirs, le foot, ta passion pour ce si beau sport, ça remonte à quand? Je pense qu'avant mon naissance. Ouais. Non, ben... T'es né avec un ballon, là? Je pense que oui. Le plus drôle, c'est que c'est quelqu'un qui a dû le regretter par la suite, parce que le foot... Aujourd'hui, j'en vis, là, mais avant d'en vivre, ça m'a causé juste des problèmes. Bien sûr. Mes parents, ils étaient complètement, comment dirais-je, un peu inquiets, mais en même temps, ils sont aperçus que ça a structuré ma vie. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui jouent au soccer, les parents ont compris que ça offre un environnement très sain pour leurs enfants. Moi, je pense que c'est, avec beaucoup de recul, honnêtement, et beaucoup de maturité dans l'analyse, c'est mon père. À un moment, mes parents, je dis toujours que ce sont mes idoles, et papa m'a inculqué ça. De façon involontaire, il m'a amené voir, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, un match Tunisie-Brésil à Tunis. Le Brésil était champion du monde en 1970, puis les Brésiliens faisaient une tournée en Afrique, puis ils ont joué contre la Tunisie. Le match, je n'oublierai jamais, il a terminé 4-1, donc les Tunisiens étaient très fiers d'avoir marqué un but au champion du monde en titre. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, je pense que c'était le début d'une passion infinie, c'est que il m'a dit, regarde le match et regarde comment les Brésiliens jouent. À l'époque, il m'a pas dit, il y a une fixation au renversement, il m'a dit, regarde comment ils vont à droite,
Ils n'arrivent pas à passer par la droite, ils jouent en retrait, le nombre de passes qu'ils font, les balles brossées de l'extérieur. Et d'ailleurs, ça m'a tellement marqué que moi, je me suis spécialisé, quand je suis devenu joueur, j'avais la particularité de bien maîtriser les balles brossées de l'extérieur du pied. Moi, je suis un pur gaucher. Donc, la passion a commencé là. Et après, c'était le foot de rue et ça n'a jamais arrêté. Ton père a joué un peu? Même pas. Même pas? Non. Okay. Il était juste il a joué au soccer comme tout le monde dans la rue un peu. Bien sûr. Je pense qu'il a déjà joué en handball, mais pas au soccer. Donc, c'est un fan, un peu comme nous tous. Oh, absolument. Il t'a inculqué ça assez jeune. Ouais. Samir, le 7 janvier 1984, tu débarques à Montréal en provenance de Tunis. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, tu as 19 ans. 7 janvier, tu arrives à Montréal, autre que la température qui doit être assez froide. C'est quoi le choc un petit peu que tu as avec le pays? Qu'est-ce qui vous amène ici? Le choc, c'est d'être arrivé parce que moi, j'ai connu Mirabel. Et aujourd'hui, il y en a qui connaissent pas Mirabel. L'aéroport était immense, c'était au bout du monde. Moi, qui m'avait frappé, c'était surtout le premier choc, là. C'est pas un choc de froid, là, c'est un choc de chaleur. Et je m'explique. C'est que j'arrive, puis les gens sont en jeans et en t-shirt à l'aéroport. Et quand tu sors dehors, tu vois la tempête de neige. Mais quel beau paradoxe. Donc, le froid ne m'a pas dérangé. Pour l'anecdote, avant que je prenne l'avion, ma tante, qui a déjà vécu en Suisse, elle m'a dit, fais attention. Si tu fais pas attention, tu peux perdre ton nez et tes oreilles tellement il fait froid. Alors, imagine, Antoine, je suis dans l'avion, on prend 2 avions, je suis passé par Bruxelles. Je suis d'abord avec un pantalon de velours, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe même plus. Il est chaud. J'ai une combinaison en dessous, comme si j'allais faire du ski. J'ai un col roulé. Tout ça parce que ma tante m'a dit, habille-toi chaudement, il va faire froid en arrivant. Je transpirais comme un malade dans l'avion. J'arrive, le premier paradoxe, c'est dire, oui, il fait froid, mais, je veux dire, à l'intérieur, les gens sont habillés normalement. Mon premier choc hivernal est venu à cause du soccer. Parce que quand j'arrive ici, la première chose que je fais, c'est de trouver un club. Bien sûr. Et puis, je me rappelle, c'était les Caravelles de Sainte-Foy. Et un week-end de l'hiver de 1984, il y a eu une tempête de neige, puis j'arrivais pas à sortir de mon sous-sol. Parce que là, il y avait de la neige. Ça m'a fait rater ma séance, et c'est là que je réalisais que j'étais dans un pays hivernal. Sinon, ça me dérangeait pas. Ça te dérangeait pas plus que ça? Non, pas du tout. Puis, vous arrivez à Montréal et tu viens tout de suite à Québec? J'ai été hébergé pour quelques jours. D'abord, avant ça, j'étais hébergé. Et ensuite, je suis allé à Québec. Est-ce que tu viens ici seul avec tes parents? Non, je suis venu tout seul. T'es venu tout seul? Moi, mon père a étudié aux États-Unis. En Tunisie, il voyait bien que j'étais un peu malheureux parce que je voulais devenir un joueur de soccer professionnel. Moi, je n'ai pas joué dans un club en Tunisie. Mes parents ne m'ont pas laissé jouer dans un club. J'ai joué peut-être l'année de mes 19 ans avant de venir au Canada. Ensuite, parce qu'à l'époque, je pense qu'étudier, jouer au soccer, c'était impossible. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais pas à l'époque. Donc, et puis moi, je suis un pur produit de soccer de rue. J'ai joué dans la rue toute ma jeunesse. Et quand je suis arrivé ici, je me suis éclaté en jouant avec les Caravelles. Voilà. Et tu joues dans les années 80 avec les Caravelles. Tu veux être professionnel comme là, à ce moment-là, je pense que j'y croyais un peu moins parce qu'il était trop tard. Mais au moins, juste jouer pour jouer. Bien sûr. C'est ça. Et je me suis impliqué dans le coaching à ma première année, de façon parallèle à ma carrière de joueur. Et bon, parlons un petit peu du coaching parce que c'est là que tu as fait vraiment tes classes, on pourrait le dire, dans la ville de Québec. Tu as fait ton bac à l'université. Par la suite, j'ai cru comprendre qu'après ton bac, tu t'es dit, je vais peut-être aller faire une maîtrise aussi. Maîtrise que finalement, tu n'as pas complétée. Exactement. Tu as voulu aller directement dans le foot. Ramène-nous peut-être un petit peu à ces moments-là, le moment, la réalisation que tu dis, c'est quoi le travail en affaires, le travail en économie? C'est peut-être un petit peu moins pour moi. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir vivre de ma passion. En fait, comment ça s'est passé? Moi, je voulais être diplomate. OK. Mes premières études, ça a été un échec total. Je voulais faire comme papa. Donc, je me suis inscrit en administration. J'étais vraiment pas bon là-dedans. J'étais pas bien, j'aimais pas. Ensuite, j'ai fait de l'économie. C'était moins dur que l'administration. Jusqu'à ce que je rencontre des cours en mathématiques. Je déteste les maths. Et par hasard, j'ai suivi des cours de sciences politiques. Et c'est drôle. On dit souvent, il faut écouter sa mère. Maman m'a toujours dit, va en sciences politiques, tu maîtrises bien le français, tu écris bien. Et maman, je lui dois beaucoup de choses parce qu'avant, si je voulais sortir dans la rue pour aller jouer au match de foot, il fallait que je lise un livre et que je le résume et qu'elle me corrige des fautes de français. Donc, je lui dois énormément. J'ai fait Sciences Po. Dès que j'ai aimé mes cours de sciences politiques,
c'était la première fois de ma vie que je commençais à avoir des bonnes notes. Sans me forcer parce que j'aimais ça. J'ai attaqué la maîtrise. C'est une maîtrise en relations internationales. Ça veut dire pluridisciplinaire, économie, droit et politique. Et puis, j'ai pas fini il me restait un cours et un essai. Pourquoi? Parce que par hasard, à un moment donné, je promenais à l'université, sur un babillard, il y avait une affiche, c'était, j'oublierai jamais le titre, stage à Radio-Canada pour minorités visibles. Pourtant, moi, j'étais un peu moins bronzé à l'époque, j'ai blanchi avec les hivers. Alors, j'ai postulé à la radio de Radio-Canada. Okay. Et le processus, je l'ai adoré parce que ça durait 3-4 mois avec beaucoup de tests de culture générale. Ça faisait déjà quand même plusieurs années que j'étais là. Ça s'est passé, je pense, en 1996 de mémoire. Et finalement, j'ai eu le poste. Donc, j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai aimé ça. Et ensuite, je suis devenu journaliste dans une émission culturelle. Écoute, Antoine, je trimballais une grosse machine avec des bobines à l'époque, et avec un micro, elle pesait 3 tonnes. J'ai fait quelques mois, puis après, le rapport avec la vie de soccer, ils m'ont proposé de m'engager à Radio-Canada, à la télévision, puis j'avais deux destinations, soit Ottawa, soit Halifax. Alors, j'avais une job à temps plein qui m'attendait. Et en même temps, je coachais. J'étais même le coach du Cégep Garneau. Bien sûr, on en parle dans Et là, c'est la fameuse question existentielle. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? J'aimais ça, le journalisme. Il me manquait quelque chose. Bien sûr. Je dis, qu'est-ce que j'aimerais faire toujours, toute ma vie, que je me lève le matin sans me forcer? C'est ça qui s'est passé. J'ai découvert que j'adorais la ville de Québec et que ma vie, c'est le football, le soccer. Donc, je me suis dit, je vais organiser maintenant. Maintenant que ma petite voix intérieure m'a dit ce qu'elle sait depuis que je suis jeune, la vérité, boum, ça a vraiment explosé en pleine figure. Et là, ce que j'ai fait, je suis passé à l'acte. J'ai créé mon école de soccer à l'été 95. Et j'étais chanceux parce que la première année de 95, c'était la première année du programme sport-études développé par Fergus Brett. Ouais. C'était un projet privé. Mais l'année d'après, ça a été récupéré par la RSQ. Et c'est avec mon ami Elder qu'on a développé ça. Donc, j'étais chanceux. Audience, ARSQ, Association régionale de soccer de Québec. Ouais. Exactement. Donc, ça veut dire que l'été où je démarre mon école, j'habitais ici derrière la pyramide, donc proche de l'université. Je prenais un taxi qui me coûtait $25 aller, $25 retour. Je prenais mes ballons et je donnais mes cours au campus Notre-Dame de Foix qui était à 30-35 kilomètres. Et c'est comme ça que la passion a commencé. J'ai été chanceux parce que Sport-Études a ouvert à l'automne, ce qui m'a permis d'avoir, on va dire, un salaire décent. J'ai presque envie de te dire, Antoine, un salaire d'étudiant, mais je m'en foutais. Ouais. J'étais heureux, j'avais mon entreprise, même si l'école de soccer était déficitaire au début, et ça a démarré comme ça. Donc, mon école privée, plus Sport-Études, plus le coaching, et j'arrivais à vivoter avec un salaire comme ça. Donc, et cette réalité-là de te dire, c'est possible, je vais être capable d'être coach et de gagner ma vie comme ça, t'as ce déclic-là qui se fait, mais j'imagine que les gens autour de toi, il n'y en a pas beaucoup qui doivent bien gagner leur vie dans la ville de Québec avec le coaching. À ce moment-là, les choses ont grandement évolué depuis, mais j'imagine que tu n'as pas énormément de points de référence, là. Non, il n'y en avait pas. Aucun point de référence. Non, il n'y en avait pas. Le seul point, le seul fil rouge, la ligne directrice, c'était ma passion. J'ai jamais fait ça pour l'argent. C'est drôle parce qu'à l'époque, je me dis, je vais gagner ma vie avec le soccer, ça ne donnera pas beaucoup d'argent, même si je gagne 30 000 par année. Mais bien après, l'argent n'a jamais été une motivation. Bien sûr. C'est très dur à expliquer ça aux gens. Mais avec le temps, j'ai réalisé que j'étais déjà riche. C'était ma passion. Parce que la passion, on en parlera un peu plus tard, mais elle te permet de te dépasser, mais aussi il faut l'entretenir. Aussi, il faut faire attention pour qu'elle ne te rende pas égoïste par rapport à la famille. On abordera le sujet un peu plus tard, je suis certain. Et d'ailleurs, pour parler de passion, je parlais avec Samir le week-end dernier, et ça, c'est de la passion. Il prend encore l'autobus avec son équipe chaque week-end pour aller jouer des matchs à Montréal en ligue semi-professionnelle. C'est quoi, 40 ans que tu me disais? 40e année de carrière en coaching? C'est exceptionnel, tout ça, là. Oui, ça correspond à 40 ans à Québec, une ville que j'aime. J'aurais pu la quitter, j'ai beaucoup d'offres pour aller ailleurs. Je pense que j'ai toujours eu à cœur de développer le soccer dans ma région. Ça a été une constance, que ce soit avec le Rouge-et-Or, Beauport, etc. Bon, donc on va situer un peu les gens. Milieu des années 90, le début de ton école de foot dans la ville de Québec.
on coach un petit peu également au cégep de Garneau. Je pense que tu coaches les femmes à ce moment-là. Oui, cégep de Garneau. Oui, donc j'ai commencé avec l'école Saint-Charles-Garnier, 86, 87. Après, ça marche toujours comme ça. Tu te fais connaître, tu te fais approcher. Je coach 2 années les filles et 11 ans les garçons. 11 ans les garçons. Et les garçons, je me rappelle, les 2 dernières années, c'était des années dans le 3A. Le 3A n'existait pas. Donc, on est monté dans le 3A. Et en 2000, je suis allé à l'Université Laval. Donc, littéralement, pendant les années 90, tu mixes le cégep, l'école de soccer et peut-être d'autres... Sport-études. Les sports-études, d'autres coachings également. Lequel te prend le plus de temps et à quoi ressemble ton quotidien? Parce que ça peut quand même paraître beaucoup de coaching. Et j'imagine que le cégep, c'est peut-être plus le soir. Bien entendu, le sport-études, ça va être l'après-midi. Comment tu gères ton temps? Comment tu es capable de bien allouer ton temps à travers toutes ces obligations? Mais le sport-études, à l'époque, c'était pas le matin et le soir. Là, aujourd'hui, ça s'est développé. Maintenant, Cardinal Roy en 2 plages horaires, le matin et le soir. Ah, OK. Voilà, avec Elder, qu'on a démarré, il y avait Olivier Brett dans ce groupe-là, Marie-Pierre Bilodeau. Antoine, tu as fait partie aussi de cette cohorte un peu plus tard. Mais juste pour que, rappeler aux gens que c'était pas évident, on avait un seul groupe, mélangé garçons et filles, secondaire 1, secondaire 5. Mais on était tous heureux avec les jeunes parce que c'était le début de quelque chose. Elder et moi, les premières années, on jouait avec les jeunes. Dans les dernières années, on jouait moins avec les jeunes. Un peu moins, il y avait plus de joueurs. Il y avait plus de joueurs, mais on suivait un peu moins aussi. Ouais. C'est drôle parce qu'au début, on se disputait pour qui allait rester sur le terrain. À la fin, on se disputait pour qui voulait sortir. Voilà. Donc, c'était vraiment des belles aventures. C'était le début du soccer. La Coupe du Monde 1998 qui s'est déroulée en France, ça, c'était le boom du soccer québécois. Pour toutes sortes de raisons. Une Coupe du Monde qui s'est déroulée en France. Moi, j'ai noté vraiment une explosion des inscriptions à ce niveau-là. Wow. Mon école de soccer est venue à un bon moment parce qu'elle a comblé des besoins, comme l'école de Fergus, parce que les clubs n'étaient pas très structurés. Alors, c'était franchement très excitant parce qu'il y avait plein de choses à faire. Il n'y avait pas de terrain synthétique, il n'y avait pas de stade. Ben, tout ça s'est mis en branle. C'est pour ça que quand les gens critiquent aujourd'hui, on n'oublie jamais d'où on est parti. Soyez reconnaissants de ceux qui sont venus avant nous. Bien sûr. Il faut voir le processus. Je dis souvent que le bonheur est dans le processus. Le bonheur est dans les étapes. Et dis-moi, en 2000, tu deviens entraîneur de l'Université Laval. Comment tout ça vient à ton attention? Et je pense qu'également, c'est avec le lancement du programme, littéralement, c'est que tout ça s'est mis en place. Ça, c'est le secret le moins bien gardé. Il y a déjà eu du soccer masculin avant. Okay. Le programme a fermé ses portes au début des années 80 pour des questions d'argent, etc. Ensuite, avec mon ami Elder, on a eu un plan par étapes. On a démarré d'abord les filles en 1995. Ouais. Puis on a laissé le programme féminin se développer. Puis après, on s'est dit, et puis j'étais son adjoint les premières années. Après, on s'est dit, on va attaquer le secteur masculin. Donc, il fallait être patient des fois, là, pour bien préparer la région, etc. Puis l'Université Laval joue un rôle important. Les gens l'oublient, là, c'est qu'en ayant une équipe universitaire à Québec, ça fixe les athlètes dans leur région. Avant, les meilleurs éléments, là, quittaient la région de Québec, là. Et quand tu dis tu prépares ça avec Elder, à quel point vous avez la mainmise sur ces grandes décisions-là qui vont être faites? Qui est derrière ça? Qui est responsable également de lancer ces programmes-là? Parce que, bien entendu, il n'y a peut-être pas énormément de coachs, énormément de gestionnaires foot à ce moment-là dans la ville. Est-ce que vous êtes les seuls vraiment à pouvoir avoir les initiatives? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent travailler avec vous pour lancer ces différents programmes-là? Alors, pour démarrer un programme universitaire ou une équipe universitaire, il faut l'autofinancer. J'imagine. Le joueur fonctionne avec ce qu'on appelle un modèle de co-gestion. Ça veut dire que ça prend un conseil d'administration. Et Elder et moi, ce qu'on a fait les premières années, on n'a pas juste recruté des athlètes, il fallait recruter des gens du conseil d'administration, des gens d'affaires, et c'est comme ça que ça s'est fait. Pour aller chercher le financement. Donc avec Elder, on est allé chercher le financement avec l'aide de ces gens-là. Et Elder a fait plus que ça. J'oublierai jamais, malheureusement, j'ai révélé ce grand secret. On lui a fait une surprise pour son 50e anniversaire. Et puis c'est là que j'ai fait un petit discours. Et puis que c'est là que France m'en voudra pas. Elle a découvert finalement à ce moment-là qu'Elder avait payé les équipements et payé le transport pour la première année du Rouge et Or féminin. Parce que ce qu'il a dit aux décideurs du Rouge et Or, on va faire une année blanche, c'est-à-dire juste des matchs amicaux, pour voir où est-ce qu'on se situe. Si ça va bien, on embarque dans la ligue. Et Elder a payé tout ça de sa poche. Oh wow. Voilà. C'est quand qui a révélé ça? C'est moi qui l'ai révélé. À son 50e anniversaire devant tout le monde. Je pense que France, elle connaît son mot à nous, comme on dit.
Gauthier, sa conjointe. Ouais. France, elle savait bien qu'Elder mettait de l'argent de ses poches dans le foot. Comme ma femme Renée Morancier, elle sait que j'ai beaucoup investi là-dedans. Des fois, il y a des années où, par exemple, dans le salaire masculin 3, je prenais pas de salaire. Je le mettais pour payer l'autobus. Je dis toujours, chérie, tu verras, ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Puis avec ça, on essaie d'avoir du succès, d'avancer, puis je ne l'ai jamais regretté. C'est littéralement la construction d'une entreprise que tu as mis en place depuis très longtemps. Plein de petites entreprises, des petites galaxies qui se déroulent dans la ville de Québec, le Rouge-et-Or, Beauport. On parlera un petit peu plus tard, tu as également coaché les filles, mais si on revient à l'Université Laval, je pense que c'est important de mentionner que tu continues à avoir du succès. Donc, pour situer un petit peu notre audience aujourd'hui, à 6 reprises, tu es élu entraîneur de l'année dans le circuit. 2007, 2009, 2010, 2013, 2016 et 2017. Tu remportes la médaille d'or au championnat canadien de 2009 ainsi que les médailles d'argent en 2013 et 2017 également. Plus de 400 matchs que tu as entraînés. Si tu avais à nommer les faits marquants, les plus beaux moments de ta carrière à l'Université Laval, qu'est-ce qui te vient en tête instinctivement? Mais les plus beaux moments, ils se marient avec des moments difficiles. J'imagine. Alors, j'ai envie de te dire plutôt des points marquants ou des tournants. Là. D'abord, les 5 premières années, on n'a pas fait les séries. 2000 à 2005. Oui. J'arrive avec mon expérience de Dynamo, parce que j'avais coaché le Dynamo. J'arrive avec mes certitudes de coach collégial. On a eu du succès avec Carnot. Puis là, je pensais que ça allait continuer comme ça. C'est là que j'ai appris que les joueurs qui sortent du cégep ne vont pas tous à l'université. Donc là, comment j'avais pris pour acquis que tous les bons joueurs qui étaient au collégial, mais non, des fois, ils restent pas à Québec, des fois, ils font des techniques, etc. Le point tournant, je pense, a été un des points tournants, c'était 2002. L'année 2002, c'est une année très particulière en termes d'enseignement, non seulement au niveau sportif, mais au niveau humain. Sur le plan sportif, on a eu 12 défaites et 2 matchs nuls. C'était très difficile. Ma fille venait de naître en 2002. Et elle avait 6-8 mois. Et quand je rentrais à la maison, c'est plutôt le papa coach qui revenait avec ses problèmes, ses soucis. Puis, j'étais pas serein parce que mon école de soccer était installée à l'Université Laval. Et moi, je me suis dit, si j'ai pas de résultats, ça veut dire que je serai plus à l'Université Laval. Ça veut dire que ça va toucher à l'équilibre financier de ma famille. Donc, c'était pas juste moi. Parce que juste pour situer l'audience, ton école de soccer, c'est un petit peu ta source de revenus. C'est comme ça que tu es capable de vivre un petit peu dans le à l'époque, oui, parce que les salaires de coach, c'était pas terrible, ni à Garneau, ni à l'université. Après, ça s'est amélioré. Moi, j'ai commencé mon école de soccer à Saint-Charles-Garnier, au CNDF. Après, je suis allé à Saint-Charles-Garnier, parce que j'avais coaché là-bas, donc j'avais des contacts pour louer, etc. Après, on a déménagé ça à l'Université Laval, et ça, c'était génial. On n'était peut-être pas bien payés, ils m'ont permis de louer les terrains à un prix raisonnable. C'était une façon pour eux de m'aider. Donc, cette année-là a été vraiment dure. Et c'est cette année-là où la défaite est devenue ma meilleure amie. J'ai décroché complètement. J'ai pas le droit de revenir à la maison avec mes soucis de coach. Donc, je me suis dit, ta fille est importante. Excusez-moi. Et c'est important d'avoir un équilibre. Ben oui, bien sûr, parce que si tu n'es pas capable d'avoir un équilibre et qu'il y a juste ça qui te joue continuellement dans la tête, ben même là, tu ne pourras pas être un bon coach non plus quand tu vas avoir travaillé au quotidien avec tes équipes, parce que tu dois avoir cette balance-là qui s'installe un petit peu de ton côté, j'imagine. Là. Exactement. Et c'est dans les moments les plus difficiles que tu apprends le plus. J'ai pendu un document qui s'appelle Horizon Excellence. Excuse-moi, Antoine. Donc, il fait le tour de qu'est-ce qui marche pas? D'accord. Où en sommes-nous? Que voulons-nous? Qu'avons-nous? Et à ce moment-là, on a créé le Select de Québec, qui était une équipe universitaire pour pouvoir coacher l'équipe l'été, mieux se préparer. C'est vraiment ça, le mot Select. Tu vas voir le lien avec le Royal Select par la suite. Alors, on crée le Select, on s'entraîne l'été, on fait des matchs amicaux. Et là, les joueurs me disent, coach, c'est bien beau, c'est bien faire des matchs amicaux, mais on peut avoir de la compétition. On s'inscrit dans la Ligue régionale, on finit premier. À l'époque, il y avait une 2e division en Ligue élite, 3, on finit premier. Et ensuite, on monte en première division. Quand on arrive en première division, la fédération nous dit, OK, maintenant... Un an après ta saison difficile à l'Université Laval, c'est ça? C'est en 2003, je pense. 2003, exactement. Donc, un an après... Exactement. J'ai mis vraiment ce plan-là à exécution. Michel Fischer était avec moi,
Mon capitaine sur lequel je me suis reposé, c'est Michel Malanga, quelqu'un qui a fait énormément de bien à la région de Québec. Il a joué jusqu'à 43 ans. Mon capitaine avec le Rouge et Or. Et il travaille avec moi à Beauport depuis 2006. Donc, ce plan-là, on le met vraiment en application. Quand on arrive en première division, là, la Fédé nous dit, vous pouvez pas rester seul comme ça, vous devez fusionner avec un club. Tu verras finalement avec Beauport, c'est une histoire, c'est un destin, alors. C'est incroyable, tu comprendras un peu plus tard. Donc, j'essaie d'offrir la franchise à tous les clubs dans la région de Québec. Beauport lève la main. Donc, on intègre l'équipe là et j'arrive avec tout le staff du Rouge et Or à Beauport. C'est ça qui va permettre à Beauport de faire un grand bond. Parce que moi, la moitié de l'équipe et tout mon staff, je les ai intégrés dans le club. Ils ont tous coaché ou eu des responsabilités techniques. Et à ce moment-là, là, on commence à avoir du succès. Donc, le Royal Select, c'est quoi? C'est que le conseil d'administration du Royal, qui a toujours été visionnaire, dit, Samir, ce qu'on va faire, le mot Select, on va le mettre pour toutes les équipes d'élite, les équipes 3. D'où le nom du Royal Select de Beauport. Intéressant. Et bon, parlons-en peut-être un peu du Select, parce que tu m'amènes à un point qui est quand même intéressant ici. Tu arrives en 2003 et je pense que tout est très, très lié entre l'Université Laval et le Royal Select Beauport, littéralement l'association que tu diriges depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, vous êtes un des clubs qui a eu le plus de succès dans la province de Québec. Corrige-moi si je me trompe, je pense que vous avez une dizaine de clubs 3 à l'intérieur même de l'association au moment où on se parle. On a commencé avec un club en 2006 qui était l'équipe senior. Et en 2020, parce qu'il y a deux réformes majeures, vite, Antoine, pour l'histoire, il y a deux réformes majeures dans le soccer québécois. La première a été initiée par Soccer Québec, à l'époque ça s'appelait la Fédération de soccer du Québec, en 2008, qui était la mise en place de la structure de club. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire engagement d'un directeur technique à temps plein et une directrice générale ou un directeur général à temps plein. Et entre 2006 et 2020, c'est la première réforme, on est monté d'une équipe 3 pour devenir, d'arriver à 11 équipes 3 pour devenir le plus gros club. La deuxième réforme a été initiée par Soccer Canada en 2020, le fameux projet de reconnaissance de club, qui est une sorte de, si vous voulez, de certification des clubs au pays. Il y a plusieurs niveaux. Il y a la licence nationale, provinciale, régionale, puis soccer de qualité. Et nous faisons partie des 13 clubs sur 240 à avoir la certification de statut national. Wow. Voilà. C'était pas ça ton arrivée, là. Pardon? C'était pas ça ton arrivée, là. En 2003, en 2004 à Beauport. Non, on est très, très loin de ça. Non, mais le club de Beauport, même quand j'étais avec les Caravelles, le club de Beauport a toujours été un club avant-gardiste pour deux raisons. Leur conseil d'administration a toujours été visionnaire. Puis, le berceau du soccer féminin a commencé à Beauport parce que la première fille qui a été en équipe nationale était à Beauport. C'est Marie-Claude Dion, que j'ai coaché avec Elder à l'époque, à l'Université Laval. Et après, ça a donné des modèles. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui sont venus et ont fait leur job, comme Guillaume Couillard, Marie-Pierre Bilodeau, qui ont été les premiers directeurs techniques. Et puis après, ça a créé des modèles. Puis après, le succès enchaîne le succès. Puis des équipes de filles qui ont remporté des titres nationaux. Bien sûr. Voilà. Et bon, mais tout de même, à Beauport, quand tu arrives, il n'y a pas nécessairement cette infrastructure-là. Tu avais un plan, Horizon Select, un petit peu, que tu nous parlais un petit peu plus tôt. Horizon Excellence. Horizon Excellence, pardonne-moi. Oui. Ce plan-là, tu as ton club, le Select Québec, que tu amènes finalement à Beauport, qui devient le Royal Select Beauport. À partir de là, quel est ton rôle dans l'association en général? Parce que là, je pense que tu es capable de mettre beaucoup de choses en place. Tu le mentionnes, une dizaine de clubs 3. Vous êtes reconnu comme dans les meilleurs clubs au Canada. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu expliques ce plan-là au conseil d'administration à Beauport? Et comment tout ça se met en place? Franchement, il n'y avait pas de plan par rapport à Beauport que celui de structurer le club. Et si tu le structures très bien, comment on structure un club? Moi, je pense qu'avec le recul, je réalise que la matière la plus importante, c'est les ressources humaines. Il faut être bien entouré. Il faut même être entouré de gens plus forts que toi dans certains domaines pour avoir une complémentarité et avoir un travail d'équipe. Le succès, c'est bien s'entourer. Et aussi respecter les gens. Moi, je me considère comme étant quelqu'un de bienveillant. J'aime bien voir le meilleur chez l'autre et j'essaie d'avoir des passionnés. Et on se fait pas seul, Antoine. On n'arrive à rien faire seul. Il faut juste avoir les bonnes personnes. Je répète encore, le club de Beauport a toujours été visionnaire au niveau de son conseil d'administration. Ils m'ont donné carte blanche. On a une directrice générale exceptionnelle, Madame André Bolduc. L'équipe s'est étoffée depuis ce temps-là.
puis la roue tourne. Alors, j'ai pas l'impression de travailler. C'est peut-être un peu la bonne chose, puis le danger aussi. Est-ce que, comme avec l'université, Samir, ici, pour accomplir tes idées, accomplir tes objectifs, tu as eu à travailler avec des investisseurs, des gens d'affaires pour aller chercher les ressources financières? Parce que soyons honnêtes, oui, on doit s'entourer, mais ultimement, on doit les payer, ces gens-là aussi. Quelle est la dynamique un petit peu affaires qui s'installe quand on veut construire un club comme tu l'as fait? Les premières années, on n'a pas eu besoin nécessairement d'avoir de l'argent. On fonctionnait comme tous les clubs québécois, ça veut dire à partir des cotisations des jeunes. Ouais. Mais après, plus tu deviens ambitieux, plus tu te donnes les moyens de tes ambitions. L'argent a été un défi, surtout avec l'arrivée de l'équipe première. On en parlera, oui, de ça. Exact. Donc, c'est surtout ça. C'est là qu'il y a dû avoir un changement. Oui, parce que nous, on nous a déjà proposé en 2012 d'avoir une franchise. On venait... en 2013, pardon. En 2012, on venait d'être champion canadien avec Beauport. Donc, c'était logique. Et nous, en toute humilité, on leur dit, on n'est pas prêt pour ça, on n'a pas l'argent pour ça. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ce serait mieux que ce soit le Dynamo. Intéressant. Que ce soit un volet régional. Mais après, en 2021, quand le Dynamo est tombé, nous, à ce moment-là, on a pris notre place. Mais le CA m'a toujours dit, OK, Samir, tu vois une équipe en PLSQ, parce que ça s'appelait la PLSQ à l'époque, va trouver l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé tout le financement. Ça, c'est la formule secrète de Samir. Il est capable de trouver des gens avec qui travailler. Je pense que c'est une de tes forces. On est passé rapidement sur le Rouge et Or, mais je pense que ça vaut la peine d'y revenir quelque peu. Tu nous parles de cette saison-là difficile en 2002, mais comme je l'ai mentionné à 6 reprises, tu es élu entraîneur de l'année, de gagner un championnat canadien, des médailles d'argent également. Il y a eu ce moment difficile-là. Parle-nous des plus beaux moments. Oui. Qu'est-ce qui a été... quelque chose que tu pouvais considérer comme finalement un accomplissement, quelque chose que tu avais envisagé pendant plusieurs années? Je pense que depuis que je suis jeune, j'ai compris que la famille dont je suis issu, on apprend à... Moi, j'ai une phrase qui dit souvent que le bonheur est dans le processus. Ouais. Il y a l'objectif, puis il y a les étapes. Et je toujours, en bon québécois, tripé les étapes maintenant au processus. La preuve qu'on a gagné en 2009, qui est un événement heureux, une fois qu'on a gagné, j'étais triste. J'étais triste parce que j'ai fait un montage vidéo, un documentaire qui a duré 1h05. Je l'ai montré aux gars, les gars, carrément, il y avait les larmes, parce que ça a été une belle histoire. Mais c'est terminé, c'est fini. Et tu réalises au fond que les beaux moments, ce sont les moments de stress. T'as des joueurs blessés, t'as des joueurs expulsés, t'as des joueurs absents, des joueurs malades. Bref, toutes les étapes. Mais quand tu gagnes, ça valide d'une certaine façon le travail que tu as bien fait. Et tu te dis, il y a aussi, je n'y croyais pas avant, le facteur chance. Et la chance, tu la provoques en travaillant plus fort. Il y a un ancien entraîneur de Bordeaux, Elie Bopp, qui disait, tu peux travailler à 150%, t'es pas sûr d'avoir 100% des résultats. Bien sûr. Mais si tu travailles pas à 100%, c'est sûr que tu n'as rien du tout. En voulant dire, même si tu travailles plus fort que les autres, etc., c'est aléatoire, le sport. Ça peut basculer. Exemple, en 2009, on est mené 2-0 contre McGill qu'on avait battu en finale provinciale, mais qu'on rencontre en finale canadienne. Quand tu rencontres un adversaire que tu as déjà battu, l'aspect psychologique, le volet psychologique est à l'avantage de l'adversaire. On perd 2-0 après 20 minutes. On aurait pu prendre l'eau à 4-5-0. On marque 3 buts en 5 minutes avant la mi-temps. Je l'oublierai jamais. 42e, 43e et puis 47e. On gagne 3-2. L'année d'après, en 2010, on se présente au championnat canadien avec une équipe riche des enseignements de 2009, des certitudes. On a gagné tous nos matchs. On a fini premier en 2010 au championnat, on a gagné la bannière. On mène 2-1 dans le match de quart de finale contre York. On a une occasion pour faire le 3-1. Il reste 8 minutes. J'ai un de mes joueurs qui frappe la barre à 3 contre 1. Il récupère la balle. Égalisation. Il joue à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Ils nous battent en pénalty. Donc, des fois, la chance qu'on a eue en 2009, on l'a pas eu en 2010. Ce que je veux dire par là, c'est il faut accepter ces moments-là. Parce que sinon, tu deviens fou, là. Mais tu peux pas contrôler tout ça. Donc, 2009, c'était un super beau moment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, il y a d'autres mauvais moments parce que une vie, c'est des montagnes russes. Hein. Bien sûr. C'est comme un cœur qui bat. Donc, si tu restes... ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. 2014, ça a été une année difficile parce que j'ai suspendu 7 joueurs.
pour des raisons d'éthique. Et là, on a perdu notre élan. Ça a pris du temps avant de repartir au championnat canadien. Et les joueurs savent que l'éthique, les valeurs passeront toujours avant le résultat. Le Rouge-et-Or, le bon moment, parce on est l'équipe qui a gagné le plus de titres au niveau provincial, ouais. Au niveau provincial, mais au niveau provincial intérieur. Sinon, honnêtement, au début, quand on me posait la question, c'est quoi ton objectif comme coach, je dis j'aimerais ça gagner le championnat canadien 10 fois. Ou là, on l'a gagné juste une fois. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait être aussi long. Et là, c'est là que tu réalises la chance que tu as eu de l'avoir gagné. Parce qu'il faut rester humble et modeste. Il y a des fois des coachs qui n'ont jamais rien gagné et ont tellement travaillé dur, et ont développé des athlètes, et ont développé le sport, et n'ont pas gagné les titres. Alors, je me sens privilégié d'avoir connu la gamme, si tu veux, de tous les événements possibles. C'est-à-dire former des clubs, former des athlètes, développer le sport et gagner. Alors, je me sens très privilégié. Intéressant. Mais félicitations pour tout ce beau succès avec l'Université Laval. Il y a un autre segment de ta carrière qui est assez intéressant, Samir, c'est lui avec les équipes du Québec. Donc, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'habiteraient pas au Canada, les équipes du Québec, c'est la sélection des meilleurs joueurs de la province de Québec, qui se situe bien entendu au Canada. Et ensemble, vous trouvez les 15, 16, 17, 18 meilleurs joueurs et vous allez au championnat canadien. Vous allez jouer contre d'autres provinces. Tu coaches l'équipe et tu gagnes la médaille d'argent en 2003. Et avec ce même groupe, finalement, en 2004, vous remportez la médaille d'or. On s'entend, les équipes du Québec, c'est un autre type de niveau. Comment cette expérience-là se déroule de ton côté et comment c'est venu à ton attention la possibilité de coacher ces équipes-là? Est-ce que c'est toi qui as cogné à la porte ou ils sont venus te voir? Non, c'est Othman Ibrir qui est venu me recruter avec André Gagnon. Othman Ibrir était le directeur technique de la Fédé. Non, était responsable des équipes du Québec. Puis André était le directeur technique. Après, c'est Othman qui a pris la relève. Il m'a approché. Je coachais déjà le senior. Il m'a eu dans les formations pour avoir les diplômes. Et puis, il m'a proposé ça. Et ça a été fantastique. Ça a été une belle école de formation. Pourquoi? Et en plus, à l'époque, il y avait des vrais championnats canadiens. Donc moi, le soccer, Antoine, m'a permis de visiter tout le pays. Ouais. C'était magnifique. C'est là, franchement, que tu réalises l'immensité de ce pays. Quand tu prends l'avion de Montréal, Québec, Montréal et Montréal-Vancouver, tu traverses 2 fuseaux horaires et tu réalises que c'est aussi long que d'aller à Paris. Ouais. Tu dis, mon Dieu, ce pays est grand. Alors, les équipes du Québec, j'en garde un bon souvenir. J'en ai fait 5 années. En fait, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et c'était, avec le temps, ça commençait à être un peu plus difficile parce que d'abord, c'était un camp par mois, puis après, l'été, c'était un entraînement par vendredi. Donc, je prenais la route, on me louait une voiture de location, et moi, je faisais le chauffeur pour toute la gang de Québec qui montait. Mais j'ai adoré, pourquoi? Parce que quand tu coaches une sélection, tu apprends à travailler vite. Tu apprends à avoir une cohésion d'équipe vite, à créer un esprit vite, avoir pas une philosophie de jeu, mais une animation offensive et défensive, tout en peu de temps. Alors, tu apprends encore plus vite. Après, quand tu reviens vers ton équipe normale, avec un match par semaine, sur plusieurs mois, tu as l'impression que c'est comme si tu travaillais dans le privé, tu arrives dans le public, là, tu as eu le stress de faire tout plus vite. Moi, ça a été des belles années, ça. C'est pas le même niveau aussi, là. Là, tu coaches les meilleurs joueurs de partout dans le monde. C'est génial. Un autre calibre. Non, c'est génial. Puis j'en ai fait des belles rencontres. Des joueurs ensuite qui sont venus jouer à l'Université Laval. Des joueurs qui travaillent avec moi aujourd'hui, comme Samir Alakati, qui était mon coach des sélections régionales en 2000 aux Jeux du Québec. Il avait 13 ans, Samir. Ton capitaine. Et ça a été mon capitaine avec l'équipe du Québec. Et j'ai fait exprès pour que le capitaine soit un gars de la région. Parce que je me rappelle, Antoine, à l'époque, nos jeunes joueurs, quand ils allaient au camp des équipes du Québec, ils étaient intimidés par les Montréalais, etc. Et Samir avait de toute façon toutes les qualités pour être un vrai leader. Donc Samir Alakati. Fabrice Lassonde a joué dans la même équipe que Samir. Fabrice, aujourd'hui, on travaille ensemble, il travaille avec moi à Beauport, puis c'est l'adjoint aussi au Rougeur. C'est vraiment des belles années, les équipes du Québec. T'apprends plus vite. Et je te pose une question, en ce cas-là, Samir. Tu as du succès avec ton école. Tu as du succès avec le Rougeur. Tu as du succès avec les équipes du Québec. À un certain moment, tu n'as pas encore plus d'ambition de te dire pourquoi pas les équipes canadiennes? Pourquoi pas une équipe professionnelle? Pourquoi pas aller coacher en Europe? Parce que là, ton curriculum est assez impressionnant. Les choses vont bien. Tu as de l'ambition. Tu es capable d'amener des gens autour de toi. Cette ambition-là d'aller coacher plus haut, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit?
Tu sais, j'ai réfléchi longtemps. Tu connais le syndrome de l'imposteur, hein? Bien sûr. Moi, quand tu me dis ça, succès, etc., mais honnêtement, c'est pas comme ça que je le vois. J'ai jamais eu l'impression que c'était exceptionnel ce que j'ai fait, parce que j'ai juste organisé ma vie en fonction de ce que j'aime. C'est vrai qu'avec du recul, je dis, je suis content, j'ai bâti des choses, mais encore une fois, je ne le fais pas tout seul. Peut-être que je suis un chef d'orchestre. Ouais. Ça, je le sais. Oui, j'ai eu des ambitions, j'ai eu des Parce que offres. là, tu as même, t'es allé obtenir tes licences A de coaching en 2021. Oui. Corrige-moi si je me trompe, licence A, c'est quasiment le summum là, de toutes les licences qu'on est capable de chercher C'est au le Canada. summum, il en reste une, c'est la licence A Pro. A pro. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Absolument, parce que moi, je suis Donc, est-ce qu'il y a un plan derrière qui est en train de se dessiner? je me suis toujours dit, il faut jamais dire jamais, mais si jamais une équipe de CPL OK. J'ai eu des propositions pour partir. J'en ai eu. On veut des anecdotes, là. Ouais, mais j'en ai eu, mais Qui? je me rappelle à l'époque, quand l'attaque de Trois-Rivières était le club réserve, c'était Marc de Santos qui était là, il m'a appelé. Il m'a dit, moi, Samir, je vais quitter, veux-tu prendre le poste? J'ai réfléchi longtemps et je me suis donné, moi, une mission de missionnaire, qui était de développer le soccer dans ma région. Ça me comble. Aucun problème avec ça. J'aime ce que je fais avec Beauport, j'aime beaucoup ce que je fais avec le Rouge-Gras. Je me sens choyé, je suis dans 2 endroits exceptionnels. Je suis gâté et choyé parce que autant au Rouge-Gras à Beauport, ils comprennent que je suis dans les deux. Je pense que les 2 organisations en bénéficient. Mais et après, je me suis dit, pour des raisons d'égoïsme, il faut que je pense à ma famille. Je t'explique. Le côté professionnel, c'est une aventure. J'aurais pu le faire un peu plus tôt dans un certain âge, mais dès que tu as une jeune famille, tu penses à la stabilité financière. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui l'ont fait. Il faut le faire jeune. Sinon, je vais prendre en otage ma propre famille avec de l'instabilité. Parce qu'au niveau pro, Antoine, il ne faut pas se le cacher. Hein. Il faut faire 2-3 ans. Après, tu le sais pas. Ah, bien sûr. Et moi, je me suis dit, j'ai bâti Beauport Rouge-Gras. Et du jour au lendemain, je suis plus là-dedans. Donc, tu perds tout ce que tu as fait. Et donc, j'ai plutôt pensé que j'étais bien avec mes missions à Québec. Est-ce que tu te vois davantage comme un entraîneur, Samir, ou davantage comme peut-être un directeur général, un entrepreneur quasiment, un gestionnaire? Parce que j'ai l'impression, en te voyant de l'externe, puis bien entendu, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais j'ai toujours eu cette impression-là de toi de l'externe. Tu es un coach, mais tu es capable d'être plus qu'un coach, de bien amener une organisation. Et en t'écoutant parler en ce moment, j'ai l'impression que Beauport et Rouge-Gras, je force le trait un petit peu ici, mais c'est un petit peu tes bébés, comme si tu les avais construits à travers le temps, mais pas simplement sur le terrain, avec l'infrastructure au complet. Comment tu te perçois en tant que professionnel, un coach, un directeur général? Un missionnaire, tout simplement. Un missionnaire. Un missionnaire heureux de vivre dans la ville de Québec que j'adore. Moi, je suis tombé en amour avec les Québécois. J'adore leur état d'esprit. Ils m'ont jamais fait sentir que je venais d'ailleurs. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. J'arrive avec un sport étiqueté sport ethnique. À l'époque, on disait ça. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le sport pratiqué par le plus de Québécois, Ben oui. le plus de jeunes au Canada. Donc, j'ai juste suivi ma passion en essayant de bien faire les choses. Et c'est drôle parce que tu me poses la question alors qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu la réflexion, je dis c'est incroyable, je dis j'ai autant de plaisir à arrêter au métro, aller acheter les caisses d'eau pour mes joueurs de la Ligue 1 parce que je veux qu'ils soient bien. J'ai autant de plaisir à faire des montages vidéo. J'ai autant de plaisir à faire une séance avec des U8 qu'avec mon équipe de Ligue 1. Donc, j'ai cette passion, j'ai ce souci que les parents soient bien informés. Quand des parents m'appellent puis que ça se passe mal, tu sais, je prends ça à cœur. J'ai mon numéro de cellulaire sur le site web du club. Donc, tout le monde le connaît. Et les gens font très attention. Donc, j'ai envie que ça marche. Puis, je le vis comme une aventure humaine. Faut être respectueux des gens. Je veux que les gens aient du plaisir. Le ballon, on est quoi, nous, comme club? On vend des émotions. Ouais. Et après, le succès, là, on dit, Beauport, vous gagnez. Puis, ça nous donne une étiquette aussi d'arrogant. Il y a des fois, il y a la rivalité, etc. Mais, nous, je dis jamais à mes coachs, vous gagnez, là. Pour moi, la victoire est une conséquence. Moi, je pense que mon père m'a appris une chose, c'est le souci de bien faire les choses et de respecter les gens. Intéressant. Bon, donc il y a le Rouge-Gras, il y a eu Garneau avant, il y a eu les équipes du Québec, que tu as eu du succès également. Tu nous expliques un peu la dynamique qui se situe au niveau de tes réflexions concernant des équipes professionnelles. Parlons peut-être un petit peu de Beauport, parce qu'il y a une suite qui est intéressante ici, qui s'est installée à travers les années. Donc,
à Beauport, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que tu as créé vraiment un mastodonte à travers les années. Tu disais des dizaines de clubs 3 qui se sont installés. Vous avez participé à énormément de championnats canadiens. Vous en avez gagné un également en 2012. Félicitations. Et ultimement, et corrige-moi si je me trompe, mais ça a toujours été un petit peu au fond de ta tête. Tu voulais une équipe semi-professionnelle. C'était quelque chose que tu avais en tête depuis très, très longtemps. Absolument. Même l'équipe professionnelle à Québec. Une équipe professionnelle aussi. À Québec, pour nos jeunes. Absolument. Comme il faut penser aussi aux filles. Ça va venir. Là, il y a déjà il y a une ligue à Montréal, absolument. Je pense que c'est quand tu amorces quelque chose, après, tu vis avec les conséquences de ce premier acte. Mais bien sûr. Et après, ça devient juste quelque chose de normal. C'est comme ça. C'est comme une étape de plus. Toujours une étape de plus. Parce que je dis à la blague, moi, que je crois beaucoup ça va te faire sourire, mais je crois beaucoup dans la réincarnation. Donc, je dis souvent à mes amis, à ma femme, je dis, moi, mon amour, là, dans une autre vie, là, je suis pas assez d'une vie pour assouvir ma passion, parce que je suis fasciné par le jeu. Donc, je vais être un coach professionnel dans une autre vie, puis je vais être congédié 3 fois. Comme Laurent Blanc qui est parti avec un chèque de 22 millions d'euros. Je vais être congédié 3 fois, mais on va bien vivre. Alors, j'ai cette passion qui fait que j'ai toujours envie de découvrir. Puis l'exemple que je donne souvent, je vois les connaissances comme une table infinie avec des desserts infinis. À peine j'ai croqué dans l'éclair au chocolat, je lève la tête, il y a la tarte au sucre québécoise qui m'attend et ça finit jamais. Mais à t'écouter, ça paraît clair que tu as toujours voulu ça. Mais c'est quoi le déclic? Est-ce que c'est le moment où est-ce que vous enchaînez championnat canadien, championnat canadien, championnat canadien, que vous êtes la meilleure équipe dans la province? Tu dis, ça fait aucun sens qu'il y ait des équipes semi-professionnelles et même professionnelles à Montréal et qu'on n'a rien ici. C'est quoi le déclic? Est-ce qu'il y a un moment que tu serais capable de nous partager qui est arrivé, tu t'es dit, là, on doit mettre les bouchées d'eau pour avoir notre club? Non, mais c'est même pas une question de déclic, c'est une question... Moi, dans ma tête, par exemple, à chaque conférence de presse avec le Rouge et Or, ou même avec Beauport, on dit, c'est quoi ton objectif? Même dans les années où on n'a pas fait les séries, c'est gagner le Canadien. J'ai jamais eu peur du ridicule. Si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on fait nos devoirs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ça n'a jamais été une question de déclic. J'ai toujours visualisé les succès. Moi, je marche comme ça. Je suis un rêveur. Il y a une de mes citations préférées, fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité, de Saint-Exupéry qui écrit le petit Prince. Alors, j'ai toujours cru là-dedans. L'autre citation que j'adore, dans mes signatures, celle de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je suis exactement là-dedans. C'est un processus. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu de déclic. Le seul déclic, c'est lorsque j'ai su que je suis tombé dans la potion magique de la passion du soccer. Puis après, c'est une étape après une à la fois. Par exemple, plus tard, si je suis plus coach, je suis certain que je vais devenir un président de club qui va vouloir aider le club. C'est une équipe professionnelle à Québec, je veux tout faire pour que ça marche, pour aider, pour jouer un rôle de facilitateur. Voilà. Et bon, donc vous avez votre club semi-professionnel, je pense, qui arrive en PLSQ à ce moment-là, maintenant que c'est PLFI, 3 équipes. 3 équipes. Ouais. C'est en 2021 que vous avez le club à Beauport, je crois bien? Exact. Mais avant ça, il y a eu certains clubs, je pense qu'il y a eu des essais qui se sont faits en 2017 ou en 2018 avec le Dynamo de Québec. Qui est une sélection régionale. Qui est une sélection régionale et que par la suite, ça s'est transféré à Beauport. Comment tout ça s'est mis en place? Parce que ce que je lisais, corrige-moi si je me trompe, le Dynamo a commencé, fermé ses portes 2 ans après, en 2019, je crois bien. Problème financier, problème d'organisation. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Pourquoi c'est arrivé à Beauport? Je pense que c'était surtout des raisons financières. Puis après, la RSQ, je pense qu'elle a jugé que c'était plus logique d'avoir une équipe dans le club. Et nous, le déclic, ça a été, il y en a eu 2 déclics. D'abord, le fait qu'il y ait le projet de reconnaissance de club. Ils ont créé ce qu'on appelle la PLGQ, Première Ligue de soccer juvénile du Québec. Et moi, comme directeur technique, ça devenait quelque chose de logique d'avoir une équipe en haut qui devient la vitrine. Voilà. Et après, il a fallu aller chercher l'argent. Donc, actuellement, toutes les équipes de Ligue 1, donc c'est la nouvelle appellation de la PLSQ, sont tous des clubs qui ont fait un arrimage entre le semi-pro et le reste du club. Parce que la PLSQ, quand elle a été créée, c'était un peu artificiel. C'est-à-dire que on a créé une structure en haut de la pyramide. Alors qu'elle devait... C'était plus logique de le faire avec le 3. Donc là, actuellement, il y a un arrimage complètement. Un arrimage, c'est-à-dire que littéralement, ton équipe réserve va être ton équipe qui va... Exact. On a une équipe réserve au niveau masculin pour une équipe féminine. D'ailleurs, l'équipe féminine est dirigée par Michel Fischer en Ligue 1. Intéressant. Et quand tu dis que
quand on amène une équipe en 2021 dans la Ligue 1 Québec, PLSQ à ce moment-là, à Beauport, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour faire en sorte que tout ça se met en place? Bien entendu, tu dois avoir, j'imagine, une licence ou quoi que ce soit qui te donne la possibilité d'avoir cette équipe-là, mais en termes d'investisseurs, en termes d'affaires, qu'est-ce que tu dois mettre en place de ton côté pour que ce projet-là fonctionne? Est-ce qu'on parle de ressources budgétaires comme tu n'as jamais eu à travailler? Est-ce que c'est très dispendieux avoir un club de la sorte? Comment tout ça? Alors ça, c'est une belle histoire. Ben, on veut des belles histoires. On est sur l'histoire de foot. Ça... Mon cher Antoine, une belle histoire américaine. Même encore aujourd'hui, en toute humilité, je ne sais pas comment j'ai fait, je t'explique. Mon conseil d'administration m'a dit, la Ligue 1, la PLSQ, coûte cher. Moi, il n'était pas question qu'on augmente les coûts. On parle de quoi ici, à peu près? Là, nous, avec les 3 équipes, je pense qu'on est autour de 120 000. 120 000 ouais, par année. Mais nous, on ne paye pas les joueurs. Ah, OK. Dans la Ligue, il y a des gens qui payent les joueurs. Nous, l'argent, il va surtout dans le transport. Ouais. Tu as déjà joué dans ce film-là, tu sais que quand tu viens de Québec, c'est 10, 11 voyages. C'est très souvent noté. Et aujourd'hui, les voyages, l'essence, le transport coûtent très cher. Donc, mon conseil d'administration, ils m'ont dit, tu veux une équipe en PLSQ? Va chercher le financement. Alors, imagine la situation, on est en début 2021. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2021, on était encore à l'arrêt. De nouveau à l'arrêt à cause de la pandémie. Écoute, Antoine, quand je te dis, et franchement, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment toute humilité, là. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à trouver 55 000 $ en 4 jours. Juste avec des présentations Zoom, parce que je suis tombé sur des bonnes personnes. Entre autres, Denis Giguère de SG Énergie, qui est une compagnie d'énergie renouvelable, qui nous ont donné quand même 30 000 par année. Pendant 3 ans, ils viennent de renouveler. Ça, je l'ai vécu, le stress du renouvellement. Donc, on est dans l'année 4, donc l'année 1 d'un contrat de 3 ans. Je suis tombé sur des bonnes personnes qui ont voulu investir dans le sport. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'ils ont investi dans le club, mais dans les valeurs. Moi, je leur ai dit, voilà pourquoi on fait ça, et voilà nos besoins. Donc, on a trouvé tout le financement, puis on continue à essayer de trouver de nouveaux commanditaires, parce que ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Ben, j'imagine. À quoi ressemble le niveau? Si tu avais regardé un petit peu, te coacher dans le AAA toute ta vie, tu as vu les équipes du Québec, maintenant tu es en Ligue 1 Québec. Le niveau semi-professionnel, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un calibre qui est quand même considérablement plus élevé que ce que tu vois en AAA? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que ça pourrait être proche de ce qu'on voit en CPL également? Alors, très bonne question. Le niveau. Les premières années de la PLSQ, le 3 est encore, pour certaines équipes, encore assez fort. Moi, je me rappelle, on faisait des matchs amicaux, puis on gagnait. Parce qu'on avait une bonne équipe à Beauport. Aujourd'hui, je certifie, preuve et expérience à l'appui, que la Ligue 1, c'est très, très fort. Puis, il faut comprendre, si je compare avec le réseau universitaire a beaucoup plus de moyens. Ce sont des équipes plus jeunes. Ça court partout. Tactiquement, c'est fort. Les entraîneurs dans les universitaires, c'est des entraîneurs diplômés depuis longtemps, expérimentés. Dans la Ligue 1, les clubs s'organisent de mieux en mieux. Le niveau de jeu, très, très fort, supérieur. Et je vais donner un exemple. Récemment, Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent qui bat une équipe de CPL. Et après, la réalité est que... Ils jouent contre le Toronto FC. Ouais, mais imagine si Toronto s'était fait avoir par une équipe de CPL, ça veut dire que le club de Saint-Laurent aurait rencontré une autre équipe de CPL, aurait franchi. Donc, je te ramène à ça. Dans mes documents de commandite, quand j'ai approché les gens, il y avait une photo. Elle a beaucoup intrigué. Et ça, c'est carrément moi, parce que je n'ai pas peur du ridicule. Je fixe toujours les objectifs très hauts. Ah là, mon cher Antoine, toi qui connais bien le foot, tu connais le concept de la Coupe de France, David contre Goliath. J'ai mis dans mon document, et je le dis de façon publique, j'en ai pas peur, j'ai fait un montage, un trucage de tirage au sort. J'ai mis une date fictive en juillet, je sais pas quelle année j'avais mis ça. Puis j'ai mis Royal de Beauport donc contre le CF Montréal, un match. Donc j'ai mis la photo du Stade Saputo, et j'ai mis le résultat. J'ai mis CF Montréal 1, Royal de Beauport 2. Et je te jure, ça a plu beaucoup aux commanditaires. Il y en a peut-être qui étaient orphelins de la rivalité avant la 40, Canadien, Nordique, Rouge, Bleu. Donc, j'ai trouvé des commanditaires et on a démarré comme ça. Donc, au niveau des objectifs, je n'ai jamais hésité à les mettre très haut. Juste pour le plaisir de bien faire les choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, Saint-Laurent vient d'ouvrir la porte. Je trouve ça génial. Comme Blainville, comme Émeraude ont déjà gagné, mais Saint-Laurent est allé plus loin. Et quel type de joueur que
tu as besoin pour ces équipes-là? Est-ce que tu es capable vraiment de bâtir une équipe fonctionnelle, compétitive avec les talents de la ville ou tu dois aller faire du recrutement un petit peu partout à travers la province, peut-être dans d'autres pays, peut-être un petit peu partout au pays même? Non, pas vraiment. Tout à l'heure, tu disais la différence entre les deux, c'est que les équipes de la Ligue 1, les joueurs sont un peu plus âgés, puis des fois, il y a les anciens joueurs universitaires là-dedans. Plus expérimentés, et qui ont joué à un bon niveau, etc. Non, notre équipe est constituée de joueurs de la région. De la région. De la région. Il y a plusieurs équipes de la Ligue qui payent leurs joueurs. Nous, on les paye pas. Nos joueurs, franchement, je suis en admiration devant eux parce qu'on s'entraîne quand même 3 fois par semaine. Travail. Je dois jongler avec différentes réalités. Il y a des joueurs qui travaillent, il y a des joueurs qui sont étudiants. Il faut en faire une équipe. Et en plus, les gens de Montréal nous regardent avec des gros yeux. Ils disent, comment vous faites pour faire autant de voyages? Mais je pense que nous, on a grandi là-dedans. Là. Ouais. Tu veux atteindre le haut niveau, ben, t'as pas le choix. Depuis le 3, tu l'as fait, Antoine. Si tu veux jouer dans le 3, ben, il faut que tu acceptes les 10, 15, mais 10 voyages par année. Bien sûr. On l'a vécu au collégial, on l'a vécu au scolaire, on l'a vécu au universitaire. Ça, c'est normal. Et qu'est-ce qui te manque pour avoir une équipe professionnelle ici? Ben là, d'abord, je suis indépendant de ma propre volonté. Moi, je peux jouer un rôle de facilitateur. C'est juste des commanditaires. C'est simple que ça. Si demain, tu trouves l'argent, disons que tu trouves ton 150, 200, 500 000 $, peu importe c'est quoi le montant qui... La franchise a augmenté énormement. On parle de quoi? Là, je pense qu'on parle de 8 millions. 8 millions. Elle était 2 à 3 millions avant, là. 8 millions. Moi, d'abord, cette partie-là, je la maîtrise pas parce qu'il y a des groupes qui sont intéressés actuellement, mais ils font face au même problème. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on joue? Ouais. Moi, j'ai envie de dire, Antoine, que peut-être que la culture sportive de la région de Québec, elle est bien parce que pour avoir du succès, avoir de l'argent, ça prend quand même un stade plein, 4-5 000 personnes. Et la question qui se pose, où va-t-on jouer les matchs? Donc, toutes les personnes qui nous ont approchés via la RSQ ou via la Fédé, le premier réflexe, c'est de dire on va jouer au PEPS en attendant de construire un stade. L'idéal pour la ville de Québec, c'est d'avoir un stade de 5-6 000 places. Quelque chose de bien, avec des gradins proches du terrain. Tu vois, j'aurais envie carrément de jouer le rôle d'Arsène Wenger qui a fait l'architecture du stade et a pensé à tout, même aux jardiniers. Bref, moi je pense qu'il y a un potentiel dans la ville de Québec, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout avec l'arrivée de la Coupe du Monde en 2026, nous sommes dans des belles années. Alors j'ai l'impression que là, on est en 2024. Il faut qu'il se passe quelque chose pour 2025. Là. Donc 2025, tu penses que ça pourrait... Ou 2025 pour annoncer 2026. Intéressant. Et tu crois, parce que là, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que des équipes CPL dans la province, il n'y en a pas. Il y a simplement le CF Montréal, mais qui joue en MLS. Tu crois que Québec pourrait être bien placé comparativement à une autre ville de la province pour obtenir une équipe? Oui, pour ton information, la Fédération de soccer, donc Soccer Québec, a déjà pris position avec son conseil d'administration que la première franchise du CPL sera à Québec. Il y a eu des études. Par exemple, on a fait un sondage. Il est très intéressant. C'est avec les gens de Québec. On sait, puis d'ailleurs, on en a parlé avec Olivier. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des joueurs de la région. Dans le sondage, c'est très clair. On veut qu'il y ait des joueurs de la région. Puis on veut même avoir du staff de la région. Parce que Québec, c'est plus qu'un gros village, comme disent nos amis montréalais. C'est une grosse bibite. Si tu la connais pas sur le plan sociologique, tu pourras jamais comprendre la ville de Québec, qui est toujours une énigme, même au niveau des élections. Alors, moi, je pense que les commanditaires qui y croient, ils récupéreront beaucoup. En fait, ils seront contents, ils auront un beau marché. Là. Intéressant. Samir, le foot au Canada a explosé. Dans les années que j'ai joué, on voyait une évolution, mais clairement, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. On voit des joueurs maintenant Canadiens qui ont des grandes carrières en Europe. On voit une équipe canadienne qui fait des phases de qualification qui, pendant 12 matchs, ne perd pas. Par la suite, on voit des joueurs qui vont jouer des demi-finales de Ligue des champions. Bref, ça a beaucoup changé. T'attribues ça à quoi, selon toi? Tu vois, Olivier me disait qu'il y a eu un changement dans la compréhension des fans. C'est-à-dire que maintenant, Olivier Brett, quand il va au Stade Saputo et qu'il anime les matchs, il me dit que les gens dans les estrades comprennent maintenant pourquoi des joueurs vont jouer de derrière pour essayer de bâtir une certaine structure pour par la suite bâtir
des séquences à l'attaque. Et si on perd le ballon, c'est dangereux. Chose qu'il y a 5-6 ans de ça, c'était pas compris. Donc, il y a comme une démocratisation qui se déroule avec les spectateurs. Il nous dit également qu'il y a une culture qui a changé avec l'équipe canadienne. Toi, tu attribues ça à quoi? Qu'est-ce que tu as vu qui a changé? Ben, je suis entièrement d'accord avec les constats d'Olivier. D'abord, si tu regardes un peu les spectateurs, on sent qu'il y a une fierté, surtout s'habiller avec le maillot du CF Montréal, de l'Impact. Ce sont des jeunes parents qui ont déjà joué au foot, au soccer, donc ils connaissent le jeu. Ensuite, on a des entraîneurs de mieux en mieux formés qui développent de bons jeunes joueurs. Les observateurs internationaux, quand ils viennent chez nous, ils disent à 12, 13, 14 ans, vous avez été d'excellents jeunes, aucun problème. Après, ça se gâte un petit peu parce qu'on n'a pas assez de coachs qui restent dans la durée, faire un bon développement. L'arrivée de l'Académie de l'Impact de Montréal à l'époque, créée par mon ami Philippe Lafroy, ça a fait énormément de bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les débouchés ont augmenté. La culture sportive est meilleure. L'anecdote, quand je suis arrivé en 84, il y a eu la Coupe du Monde en 1986. C'était l'année où le Canada a participé pour la première fois. À l'époque, Antoine, on pouvait louer une télévision pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'était pas question que je ne regarde pas la Coupe du Monde. J'ai loué une télévision pour la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Mexique. Pourquoi je te raconte ça? Parce que ce que je voulais démontrer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, les parents ont accès à plus de soccer. Donc, leur culture sportive est devenue exponentielle. Alors, la passion pour ce sport-là, qui est un sport mondial, a augmenté. Les connaissances, ça vient aussi avec des exigences des partisans, tout en train de monter. Un autre facteur, l'arrivée de John Herdman. Ouais. Ce gars-là a fait un énorme fou, là. C'est ce que Samuel Piette me disait. Il dit que quand il est arrivé, incroyable, tout a changé dans la culture de l'équipe canadienne. Les joueurs avant venaient en vacances. Là, maintenant, ils venaient pas en vacances quand il y avait une sélection. Il a fait énormément de bien, ce monsieur-là. Il faut lui être reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, moi, je pense que ce gars-là, on va lui vendre du sable saoudien ou des frigidaires aux Esquimaux. C'est un vendeur. Il est allé dans toutes les régions du pays. Moi, j'ai assisté à sa présentation, puis je l'ai félicité. Qu'est-ce qu'il a vendu comme message? D'abord, un message de fierté. Ensuite, qu'il fallait investir là-dedans. Ensuite, on a de bons jeunes. C'est vrai que il est arrivé avec la génération dorée. Alfonso Défi, et c'est vrai qu'il avait une belle équipe. Mais il a fait plus que ça. Il est arrivé avec un projet de jeu. Et il l'a partagé. Quand j'ai fait ma licence A, Mauro Biello, qui était son adjoint, il est venu. Il a tout partagé avec nous. Il nous a montré une certaine façon de faire. Je me rappelle, nos examens de licence A, c'était l'étude de l'équipe nationale canadienne. Donc, on a vu un peu tout ce qu'il a fait, dans les détails, grâce à Valerio Gazzola, qui est un formateur incroyable. Il en a formé puis il le fait encore. Et quand John Herdman a été nommé avec l'équipe canadienne masculine, j'ai dit à ce moment-là, vous allez voir, on va faire la Coupe du Monde 2022. Je dis non, on va la faire en 2026, on l'organise. Je dis non, je vous garantis qu'on va la faire. Pourquoi? Parce que je l'ai vu fonctionner avec les filles. C'est un garçon qui a un projet de jeu, des principes. Quand on a décortiqué l'équipe canadienne, je dis on va y aller en 2022. En toute humilité. Donc lui a fait énormément de bien, ça a fait du bien aux entraîneurs, puis après il est venu, comment dirais-je, installer une certaine confiance. Bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il a fait. C'est dommage qu'il soit à Toronto maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le garder à cause de tout ce problème d'argent à la nation canadienne, mais je suis content pour lui parce que notre sport en profite directement. Mais c'est vraiment un bel exemple de persévérance, de quelqu'un qui s'entoure bien. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont travaillé avec lui. Il partageait tout. C'est quelqu'un qui est là pour développer, là. Intéressant. Et qu'est-ce que tu vois pour la suite avec le foot canadien? Est-ce que tu penses que là, ça a évolué excessivement rapidement? Est-ce que tu sens qu'on est uniquement à la pointe de l'iceberg? Pour l'équipe canadienne, j'espère qu'on va sortir du groupe. Là, je pense qu'il y a combien d'équipes? Là, on bat un record. Il y a beaucoup plus d'équipes pour l'édition 2026. Si on pouvait sortir du groupe, ce serait fantastique. Fantastique. Après, malgré mon optimisme, je suis toujours un petit peu inquiet pour la CPL parce qu'il y a quiconque ne comprend pas la géographie de ce pays, ne comprendra à rien ce pays. Sur le plan sociologique, économique, politique,
Ma crainte, c'est que la CPL, c'est que ce pays-là est grand. Donc ça prend un grand budget pour les transports. Donc j'ai toujours cette crainte que des équipes rentrent et sortent. Pour le moment, ça va bien, mais il y a toujours une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Est-ce que les grandes entreprises vont encore plus s'impliquer au niveau des commandites? Donc c'est ça. Donc c'est ça ma petite inquiétude là, c'est que les distances font que ce sport coûte cher. CPL, parle-nous un petit peu des équipes. Où sont-elles situées spécifiquement partout au Canada? Donc, disons, demain matin, on a une équipe à Québec. Ouais. Qu'est-ce qui doit être mis en place au niveau des transports, selon toi, pour que ça fonctionne? T'as Toronto, qui en a plusieurs. En fait, l'Ontario. T'as Colombie-Britannique. Ouais. Donc, toutes les équipes sont un peu... On parle de transport uniquement en avion ici, là. Exact. Avec le fuseau horaire, avec le temps, etc. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Quand tu compares le territoire canadien à l'Europe, quand ils jouent la Ligue des Champions, ils prennent le train ou ils prennent l'avion, ça prend 1 heure. Ça sera toujours notre défi. Par contre, c'est le sport le plus pratiqué. Moi, je pense que toutes les personnes qui en jouent au soccer, qui vont devenir un jour décideurs économiques, ça va être un avantage pour nous, pour aller chercher des commanditaires. Je dis souvent à mes joueurs, là, n'oublie jamais ce que Beauport Rougeur a fait pour toi. Je vais te laisser un peu de temps pour grimper au niveau professionnel et je vais venir cogner à ta porte. Je te redonne au suivant. C'est bien dit. Bon, peut-être pour terminer, Samir, qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues aujourd'hui avec la même passion, la même envie, la même drive que tu avais à tes débuts? Parce que j'imagine à un certain point, tu pourrais prendre un petit peu de recul, reposer un peu. Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui entre dans toi qui te continue à vouloir? Je pense que la passion et l'émerveillement. Moi, je trouve un nouvel exercice, je suis heureux comme un pas. J'apprends quelque chose, je suis content. Qu'est-ce que tu apprends dans le foot? Qu'est-ce que tu as appris dans les dernières années dans le foot qui serait intéressant de partager? Est-ce qu'il y a un coach? Est-ce qu'il y a une dynamique d'équipe en ce moment que tu regardes? Peut-être en Europe qui t'émerveille? Oui, on m'a posé cette question de quoi je m'inspire, mais je pense que honnêtement, je m'inspire de tout. Tout. Même en dehors du sport. Albert Camus disait que tout ce qu'il a appris sur la nature humaine, il a appris grâce au football, grâce au soccer. Je pense que je suis dans la même dynamique. On se fait pas tout seul. On grandit avec des mentors. J'hésiterai. J'arrête pas de le répéter. Je m'entoure de bonnes personnes. Je fais tout pour qu'elles soient heureuses, qu'elles contribuent à faire avancer le sport. J'ai ce fil directeur de bien faire les choses pour que les gens soient heureux. Ça, je le sais, c'est en moi. Puis après, si j'arrive à faire ça, c'est parce que j'ai un secret. C'est ma femme. C'est-à-dire, c'est grâce à elle, je lui dois toute ma carrière. Là. Je te disais tout à l'heure, la passion, c'est bien, mais à un moment donné, elle peut te détruire parce que tu peux devenir égoïste. Ah, c'est grâce à elle, quand les enfants étaient jeunes, à me rappeler qu'il fallait aller Exposité, il fallait aller à la piscine, il fallait les vacances. Mes premières vacances avec les enfants, j'étais là et j'étais pas là. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. Moi, je suis un lève-tôt. Quand je me lève tôt, je sais pas, Antoine, je lis un livre sur la biographie de Zidane. Est-ce que je travaille? La frontière est mince. J'ai appris avec le temps à décrocher. Il n'y a pas de souci. Mais René Morancy, je lui dois ma carrière parce que c'était qui s'occupait le plus des enfants, c'est le pilier de notre famille. Alors, je lui dois énormément, mais je vais toucher du bois. Peut-être c'est les soucis de santé qui vont un jour me ralentir ou l'âge. Mais aujourd'hui, je me sens comme encore un garçon de 3 ans qui a des rêves. Je les réalise les uns après les autres. Je peux dire que je me sens privilégié parce que j'ai réalisé tous mes rêves. Peut-être que mes enfants ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais si jamais un jour, si je meurs demain, je peux dire que j'ai une très très belle vie. J'ai vécu ma passion comme je voulais, sans limite. Avec le temps, tu as une sagesse qui fait que tu gères mieux tes énergies. Exact. C'est pour ça que le travail d'équipe est important. Et on fait le podcast Histoire de foot, Samir, pour mettre en avant des histoires de foot, des carrières exceptionnelles. Si tu avais à donner des conseils aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, aux gens dans le foot qui nous écoutent et qui ont envie de faire une carrière dans le foot, que ce soit comme joueur, entraîneur, président d'un club, quels seraient 3 conseils que tu donnes? Le premier, c'est de croire en soi. Le deuxième, de ne pas faire attention à ceux qui ne croient pas en toi. Les envieux et les jaloux, ça existe.
toutes ces personnes-là qui gravitent autour de toi, qui vont te dire t'es pas capable ou qui vont te décourager. Ne les écoute pas. Le troisième conseil, c'est que si tu décides un objectif, tu prends tous les moyens pour l'atteindre. Et puis fais quelque chose que tu aimes. C'est sûr. C'est vraiment ça, les 3 conseils de base. Sois authentique, sois vrai. Écoute ta petite voix intérieure. Et écoute tes amis et tes parents. Et quand on dit les amis, avec le temps, on s'aperçoit que c'est une poignée, 5 doigts de la main. Ouais. C'est vraiment ça, c'est de s'écouter. Souvent, la vérité est en nous, mais on dit, oh, non. On l'écoute pas assez. On l'écoute pas assez. Pourtant, c'est elle-là. Je l'ai pas écouté au début, parce que j'ai fait des études pour devenir diplomate jusqu'à ce que je transforme ma vie. Ça fait pas partie du processus, tout ça? Ça fait partie du processus. C'est vraiment bien dit. Regarde, la radio m'a appris à maîtriser, à mettre le ton. Comme coach, tu dois faire des speeches. Les sciences politiques m'ont appris à avoir une culture générale, m'intégrer dans la société québécoise, connaître les défis de la société québécoise. Je les vois aujourd'hui avec les nouveaux arrivants. Donc moi, je suis très bien placé pour leur dire, le Québec vous a accueilli. OK, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour le Québec? Alors, respectez, ça c'est le conseil que j'ai pour eux. Respectez la société d'accueil. Vous aimez ici? Alors, arrangez-vous pour que ça reste comme ça. Ou améliorer les choses. Et non pas vous dire, amener des choses de votre propre pays et vouloir changer les choses. Ça marche pas. Les Québécois, ce sont des gens très chaleureux, très accueillants. Il faut pas trop les emmerder non plus. Ils ont un bon fond, honnêtement, là, ils ont vraiment un bon fond. Quand tu es compétent, tu t'intègres, tu vas vers eux, le lien se fait. Donc ça, c'est pour les nouveaux arrivants, parce qu'on commence à en avoir de plus en plus. Ah oui, bien sûr. Et le sport est magnifique, Antoine, pour ça. Dans le sport, là, il n'y a pas de... Et c'est là que les barrières tombent le plus vite. Exact. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Il y a la passion du sport. C'est bien dit. Samir Grimm, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Si tu avais un mot à dire pour terminer, tu parlais peut-être d'aide, des clubs, tout ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le foot, qui aimeraient te donner un coup de main, qu'est-ce qui pourrait t'aider en 2024? Alors, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont riches, de venir m'aider dans ma belle mission de développer ce sport dans une ville que j'aime. Ils ont mes coordonnées un peu partout. Donc ça, c'est à la blague. Non, moi, je pense que c'est, savoir honnêtement croiser des gens qui nous donnent les moyens de... Notre mission, elle est la même à Beauport. Je dis toujours, notre mission, c'est de développer et épanouir les jeunes avec les valeurs saines éducatives du sport. C'est de faire de bons citoyens. Ça, c'est ma mission. Moi, j'aime bien transmettre. C'est pas la victoire qui me motive. Moi, je dis ça. Oui, c'est important de gagner, mais tu gagnes pas souvent. Mais c'est dans le processus comment développer de bonnes personnes. Ça, c'est mon fil rouge depuis le début de mon existence. Grâce à mes parents qui m'ont appris à aimer et à penser et qui m'ont donné un passeport pour la vie. Et c'est quoi un passeport pour la vie? Ce sont des valeurs. Moi, quand j'ouvre mon passeport, il y a des valeurs. Il y a des gens qui se promènent, qui vont de destination à droite et à gauche. Mais nous, le soccer, c'est un peu ça. Donc, ils m'ont donné des valeurs pour la vie. C'est pour ça que je leur suis très reconnaissant. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient donner un petit coup de main à la Ville de Québec et par extension à Samir Grimm, vous aurez ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Samir, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Antoine. Vraiment content d'avoir discuté avec toi. Merci. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot. Merci, Antoine.